Merci donc pour ces présentations. Rapidement, nous aimerions savoir où nous en sommes de la réforme du secret défense. Une nouvelle instruction interministérielle était attendue pour l'automne 2020. Est-elle sortie et quelles en sont les grandes lignes? Pour 2021, la subvention destinée à l'IHEDN est en légère diminution, dans la continuité de l'évolution observée depuis plusieurs années. Or, l'Institut, pénalisé par des ressources propres fluctuantes, doit désormais assumer seul certaines charges qu'il mutualisait jusqu'à l'année dernière avec l'INHESJ, dont notre commission a regretté la suppression. La mise en œuvre du plan stratégique 2020-2022 et du plan de transformation de l'établissement avance-t-elle bien, malgré le contexte difficile que nous connaissons cette année? La crise sanitaire affecte-t-elle son équilibre financier? Je voudrais d'abord commencer par répondre sur la question de l'IJ 1300, c'est-à-dire la réforme du secret de la défense nationale. En effet, nous sommes en train de travailler sur une réforme de cette circulaire de façon à la mettre en coordination et en concordance avec ce qui se fait, notamment à l'OTAN, mais avec d'autres pays, et de façon à pouvoir avoir une vision claire de la notion de secret défense. C'est ainsi qu'on va réduire le nombre de classifications, puisque le confidentiel défense va disparaître et il y aura du secret, du très secret, et dans le très secret, il pourrait y avoir une spécialisation qui permettra de prendre en compte certains aspects comme le nucléaire ou d'autres activités. Ceci devrait donc nous permettre de pouvoir nous mettre en phase avec l'ensemble des pays européens qui appliquent la même nomenclature, et notamment ça devrait permettre à nos forces, lorsqu'elles sont en contact avec des forces américaines, britanniques ou allemandes, d'avoir les mêmes pensées, les mêmes visions et la même classification et les mêmes règles en termes de classification. Cette circulaire est pratiquement prête, elle a été bleuie et donc elle devrait être publiée dans les semaines à venir de façon qu'elle puisse entrer en vigueur au 1er juillet 2021. Parce que ça va nous permettre effectivement de faire tout un travail de révision de la classification telle qu'elle existe, puisqu'aujourd'hui ce qui est en confidentiel défense va être soit déclassifié et donc ouvert à tout le public, soit rebasculé dans du secret défense avec une analyse et donc des contraintes qui sont supplémentaires sur ce sujet. Et donc il va falloir que chaque administration, sous cet angle-là, commence à regarder et à se former sur ce sujet. Le deuxième élément, et vous avez raison de l'évoquer, il s'agit effectivement de préparer les gens à la culture du secret défense et à la manière de se comporter, d'apprendre et d'évoluer les choses. Donc, les mois qui vont venir vont être également consacrés à cette appropriation de la nouvelle instruction et à sa mise en œuvre opérationnelle dans chacun des secteurs. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, sur ces différents éléments, mais évidemment, il y a tout un travail, y compris en termes de classification, d'accès aux archives, de classification des personnes et de définition des personnes susceptibles de pouvoir y accéder, qu'elles soient françaises, qu'elles soient étrangères. Tout ceci va nécessiter effectivement une mise à plat correcte et une plus grande transparence, même si c'est un peu paradoxal par rapport à cette circulaire, en tout cas sur les conditions dans lesquelles nous classifions les personnes. Nous les habilitons à accéder aux informations classifiées et sur la qualité et la quantité des documents que nous pourrons classifier sur ce sujet. En clair, ça veut dire qu'il y aura moins de documents classifiés, mais que la classification pour ces documents, ce sera plus ciblé et donc censé être beaucoup plus efficace pour le futur. Voilà sur ce premier point. Sur l'IHEDN, la diminution des effectifs qui a été décidée aussi pour avoir une certaine rationalisation explique, M. Cadic, la diminution effectivement de la subvention telle qu'elle a pu être mise en œuvre. Je reviens un peu sur ce sujet parce qu'effectivement, Madame la ministre Conway était assez sensible au sujet INESI et HEDN. Il y a eu un débat à peu près à la même époque l'année dernière au niveau interministériel pour voir comment ces structures existaient, comment elles fonctionnaient et faire un peu aussi le retour sur une demande de mutualisation qui avait pu être faite à un moment ou un autre.
Or, de ce point de vue-là, les deux structures cohabitent à l'école militaire, mais elles avaient quand même peu d'actions et peu d'actions communes à mettre en œuvre entre les unes et les autres. Le deuxième élément au sein de l'INSJ, c'était que le J de justice se limitait très souvent à la présence d'un magistrat au sein du conseil d'administration, mais qu'il y avait quand même peu d'enquêtes, peu de travaux communs qui pouvaient être mis en œuvre entre les uns et les autres. Et ça, c'était aussi une faiblesse, même s'il y avait des études qui pouvaient être engagées. Sur l'IHEDN, il a été conclu que naturellement l'IHEDN devait survivre compte tenu de son rayonnement, de ce que l'Institut représente et de sa capacité justement à réfléchir, à faire évoluer, à avancer en matière de défense nationale. Et puis parce qu'il est irremplaçable.